Alors ce livre, c'est le premier volume de l'Histoire traverse nos peaux douces, un volume qui s'appelle Jack, qui est le prénom de mon père. Donc ça nous ancre dans un récit intime, autobiographique, une évocation de mon père qui est mort en 2015. Donc au départ, le déclenchement de l'écriture, ça a plutôt été le deuil, et puis le plaisir ensuite d'écrire librement sur ma mémoire familiale, peut-être un petit peu en contradiction ou en tension avec mon habitus d'historienne, et de laisser venir mes émotions à propos de cette vie passée de mon père que je connais si bien, et j'avais envie d'exploiter en quelque sorte ces souvenirs et de les mettre en forme, d'en faire quelque chose. Et que ce soit le support d'une réflexion sur le souvenir et l'histoire familiale. Alors ça s'inscrit dans une continuité quand même de mon activité d'historienne des femmes et du genre. Le genre, je l'ai observé à l'œuvre dans ma famille, dans les rôles qui étaient distribués, hommes, femmes, parents, enfants, filles, garçons. Donc il y a ces observations de longue date, ça m'a donné beaucoup à réfléchir sur les transgressions de genre aussi dans ma famille. Donc, comme en fait il s'agit aussi d'un livre autobiographique, il est écrit par une historienne, donc j'ai un regard informé sur des tas de petites choses, toutes sortes d'aspects de la vie qui sont marqués par le genre. Mais ça n'est pas démonstratif, c'est dépeint par petites touches légères, sans volonté analytique, donc à la différence de livres d'histoire. Alors pour moi, c'est aussi un livre de retour à, comme il y a eu Retour à Reims avec Didier Ribon, Retour à Yvetot avec Annie Ernaux, donc en toute modestie. Moi, c'est mon retour à Gemont, à Maubeuge, et une confrontation avec le Nord que j'ai quitté pour faire mes études et pour travailler, alors que mon père est resté là-bas, très attaché, très enraciné dans son terroir, très attaché à la valorisation d'une région méprisée, peu connue. Alors la Vénois, c'est un bocage très, très joli, qui pourrait être beaucoup plus touristique. Et puis la vallée de la Sambre, c'est cette vallée industrielle, avec des usines importantes dans la métallurgie, la verrerie, et une région qui s'est désindustrialisée très tôt, dès la fin des années 50. Donc c'est une région assez martyrisée en fait, une région frontalière très pauvre, très défigurée par l'industrie et par les problèmes sociaux, un habitat dégradé. Et mes parents étaient... Ma mère était assistante sociale, mon père instituteur spécialisé, puis directeur d'une section d'éducation spécialisée. Ce sont deux personnes qui se sont vraiment attachées à tenter d'améliorer la situation dans la région, y compris par des engagements syndicaux, associatifs et politiques. Pour mon père, il avait des valeurs politiques très fortes, mais c'était avant tout un poète. Et c'est à travers sa poésie qu'il a essayé de défendre sa région, de réhabiliter en fait à sa mesure une région très peu connue, y compris très peu connue dans le nord même, parce que c'est à 100 km au sud de l'île, et peu de gens connaissent Maubeuge, à part une chanson un petit peu vieillotte qui fait rigoler sur le clair de lune à Maubeuge. J'ai trouvé intéressant de parler d'écrire sur un homme ordinaire, des petites classes moyennes, issu de la classe ouvrière du Nord. Il est né à Gemont en 1937, 9 mois après le Front populaire.
J'aime beaucoup cette chronologie parce que je viens d'une famille communiste et cette identité politique qui correspondait assez parfaitement à l'identité de classe, hein, c'était quelque chose de très marquant. Mon père est un transfuge de classe, il est devenu instituteur. C'est une des choses qui me fascine dans sa trajectoire. Et il appartient à cette génération donc, qui a des enfants de la guerre, avec un traumatisme dont il ne parlait jamais, mais avoir été sous les bombes en 1940, près de villes entièrement détruites, c'est quand même pas rien. Dans une région qui a été 2 fois occupée, très durement occupée, hein, vraiment spoliée, exploitée, avec une répression politique très forte. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, il y avait ce souvenir. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc il était à ce moment-là enfant, et à un peu plus de 20 ans, il est appelé en Algérie. Donc c'est un des aspects du livre, et c'est aussi l'objet d'une postface, où là je refais mon historienne pour expliquer le parcours de mon père pendant la guerre d'Algérie. Et je dis à quel point ça m'a choquée, petite, d'apprendre qu'il avait donné la mort, en fait, en tant que soldat en Algérie. J'ai ouvert un tiroir dans lequel il avait caché son journal de guerre. J'ai découvert, très petite, hein, qu'il avait donc été le servant d'une mitrailleuse. Et ensuite, il a détruit son cahier. Il a laissé des poèmes de guerre, puisque mon père était aussi poète, hein, on en parlera. Et donc ces poèmes sur la guerre d'Algérie sont aussi une source. Mais là, j'ai vraiment eu besoin de mettre au clair ce qu'il avait fait exactement pendant la guerre. Et il y a beaucoup de choses sur Jack, instituteur, puis directeur d'école, sur sa vie quotidienne, sur ses loisirs, sur sa paternité, parce que je trouve qu'il a été un père assez atypique dans cette génération, très attentif à ses enfants, très présent à la maison, hein, alors que beaucoup de pères travaillaient à l'extérieur et investissaient beaucoup moins le rôle paternel. Et puis j'évoque aussi sa vieillesse, mais vraiment l'idée n'était pas de faire une biographie, mais vraiment une évocation et d'en dire plutôt moins, de travailler sur par petites touches légères, et à l'inverse de ce qu'on peut faire en histoire, où plus on sait, plus on dit, on étale ses connaissances et on en tire profit complètement. Là, c'était vraiment la démarche inverse. Je voulais esquisser, je voulais faire un portrait qui lui ressemble. Et cet homme, Jack, était un homme discret, qui aurait détesté être l'objet d'un livre. Je ne pouvais l'écrire qu'après sa mort. Et je ne l'avais pas envisagé de son vivant de toute façon. Donc un homme ordinaire, discret, et qui entourait sa vie d'un certain brouillard. Alors je ne sais pas si je dois vraiment raconter les brouillards de mon père. J'ai compris qu'il avait une vie secrète. Évidemment, quand on commence à comprendre ça comme enfant, en tout cas moi j'ai eu envie d'essayer d'en savoir plus et de créer un dialogue avec lui qui n'est jamais venu, sauf par des allusions vraiment, bon, peut-être un petit peu plus explicites à la fin de sa vie, mais j'aurais aimé établir une discussion avec lui sur le fait qu'il masquait ses pratiques homosexuelles. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire qu'il était homosexuel, puisqu'il ne s'identifiait pas comme ça, il ne s'identifiait pas non plus comme hétérosexuel d'ailleurs, il avait horreur des étiquettes, disait-il. Donc pour moi, ça devenait le sujet, ça. Le voile autour de sa vie privée, alors que pour moi, ça a été, et peut-être que ceci explique cela, la démarche absolument inverse. Faire en sorte que dans le récit historique ou dans notre société, les choses évoluent
et qu'on puisse dire, d'abord avoir une égalité des droits, faire tomber la honte sociale attachée à l'homosexualité. Et mon père me soutenait dans ce combat-là, mais tout en restant toujours extrêmement discret sur ses sorties nocturnes et ses mystères. Alors, il y a quand même quelques poèmes homoérotiques dans sa production, que j'étais la seule à avoir pu lire. Mais je ne savais... Alors voilà, il y a eu toute une réflexion pour moi éthique et aussi d'écriture sur comment traiter les secrets de mon père. Et je n'ai pas vraiment envie d'en dire beaucoup plus parce que j'ai envie que ce soit découvert dans la lecture. Mais j'ai compris que, au lieu de m'opposer parce que d'une certaine manière, on est opposé par rapport à la question de la visibilité homosexuelle, au lieu de m'opposer, au lieu de juger en plus, parce que qui suis-je pour juger, je devais être au plus proche de lui, des choix ou des obligations, on ne sait pas trop en fait, qui étaient les siens et les siennes. Oui, j'ai eu la chance d'avoir un père féministe et très critique par rapport au modèle dominant de la virilité. Enfin, critique dans son discours, mais aussi dans sa pratique, dans sa manière de se comporter, sa gestuelle, sa manière de parler. Oui, il y avait quelque chose de très gai, sans jeu de mots, dans son attitude. Donc c'était très plaisant d'avoir un père comme ça, avec cette sensibilité que beaucoup de gens trouveraient féminine. La poésie, le goût des fleurs. Une anecdote, mais qui me semble tellement résumer Jack, c'est qu'il m'a toujours dit que quand il avait appris la mort de Colette, donc je crois qu'il avait 15 ans, il avait déjà lu Colette et il avait pleuré. Et qu'un jeune homme, enfin si jeune homme, dans ce contexte social quand même, il faut imaginer, c'est la classe ouvrière à Gemont, et déjà une telle sensibilité, et c'était atypique, le fait qu'il jouait du piano. Alors derrière Jack, il y a bien sûr une mère qui l'a fabriqué, avec cette liberté qu'il a eue. Je pense qu'il a eu une liberté sexuelle très précoce et il a été adoré par les femmes de sa famille. Il a été un petit garçon très, très aimé et très libre. Oui, alors moi, comme fille aînée de la famille, enfin aînée de mon Adelphi, j'avais été interpellée par cette phrase que mon père disait assez souvent, « Je me suis mariée pour avoir des enfants ». Donc j'ai mis un petit peu de temps à comprendre ce que ça voulait dire. J'étais choquée pour ma mère, dont j'ai pris la défense. Donc mon féminisme, mon intérêt pour le féminisme, d'une certaine manière, il est dans la continuité des leçons de vie de mon père, mais il est aussi dans l'opposition, parce que j'ai vu ma mère assez malheureuse quand même de cette situation qu'il avait créée. Ma mère qui se sentait un petit peu abandonnée comme femme, mais toujours amoureuse de lui. Ils ne se sont jamais séparés, mes parents sont restés ensemble. Ils ont fait le choix de vivre ensemble jusqu'au bout, malgré des chemins qui divergeaient en fait, uniquement sur le plan de la sexualité, parce que pour le reste, ils s'entendaient très bien et ils étaient très unis comme parents. Donc oui, c'est des choses comme ça qui m'ont donné à réfléchir très jeune, les conseils de lecture de mon père. Moi aussi, j'ai lu Colette très jeune. Et j'ai adoré. Donc ça a fabriqué de manière très précoce, je pense, une sensibilité féministe
qui s'est exprimée ensuite dans mes intérêts comme historienne et puis des engagements aussi comme citoyenne. J'ai toujours eu conscience en fait d'être le produit d'une fabrication familiale. Alors je fais des pas de côté, hein, mais voilà, j'aime beaucoup la sociologie en fait, tout ce que cet effort de lucidité sur ce qui nous détermine, je pense que c'est quelque chose de fondamental. En même temps, dans ce livre et dans mon projet, il y a sans doute des touches de sociologie et je ne peux pas cacher que je suis historienne. Mais c'est autre chose qui m'anime. C'est vraiment l'évocation poétique d'un passé, en fait, que je suis la seule à connaître, y compris dans ma famille. Je suis maintenant la plus âgée de ma famille, parce que ma famille est toute petite. Et j'avais envie de faire quelque chose de ces matériaux, de cette connaissance intime que j'avais de mes proches. Et en fait, maintenant, je dis de mes mortes et de mes morts. Hein. Je me suis intéressée à la vie de beaucoup de gens en tant qu'historienne. Alors pourquoi pas eux ? Pourquoi pas eux, mais sans en faire une histoire classique, en laissant libre cours à mes émotions et à une expression vraiment libre. Alors, un des principes du livre, c'est l'alternance et le dialogue. J'avais envie d'écrire avec. J'étais dans le deuil et j'avais envie de continuer à parler avec mon père, à être au plus proche de mon père. Donc je me suis rapprochée de sa poésie et il y a 38 poèmes de mon père dans le livre. Donc on alterne des textes assez courts de moi et un poème, et les textes correspondent. J'ai choisi bien sûr les poèmes qui allaient le plus m'inspirer. Et ça fait une forme de dialogue. Le livre aurait presque pu co-signer avec mon père, car il est vraiment très présent avec ses mots. Et ça, c'est vraiment un principe auquel je tiens comme historienne. Moi, j'ai toujours utilisé beaucoup de citations. J'aime les citations, j'aime donner la parole, j'aime aussi que les lectrices et les lecteurs se fassent leur propre idée. Je ne me sens pas omnisciente comme historienne, j'aime aussi donner à lire des choses anciennes et donner à réfléchir sans tout dire forcément, surtout que là en plus je ne peux pas tout dire, je ne veux pas tout dire, à la différence des livres d'histoire. Donc ce principe d'alternance, la présence de la poésie, puisque je voulais que le livre ressemble à mon père, et mon père non seulement a écrit des poèmes, il en a écrit plus de 400 tout au long de sa vie, mais il a vécu aussi en poète. Mon père était un homme très sensuel. Et il nous a transmis ce goût, alors ce goût de la bonne chair. Voilà, ma mère était une excellente cuisinière, mon père se débrouillait bien aussi, le bien manger, bien s'habiller, un art de vivre en fait, sans grand tapage, hein, dans les petites classes moyennes ordinaires françaises. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup en fait. Il n'y a pas beaucoup de témoignages de ça. Donc là, d'un point de vue purement documentaire, je me suis dit que j'avais ma place pour raconter des choses, pour raconter des recettes, pour parler de manière de décorer les logements. Même la poésie de mon père, elle est touchante, elle est simple, elle est forte. C'est pas une poésie à la mode. Et même sous cet angle-là, je pense que ça peut intéresser des spécialistes de littérature qui peuvent découvrir ce que c'est que la production d'un poète, presque un poète sans qualité, c'est pas ça, il a beaucoup de qualité, mais de quelqu'un qui n'a pas été reconnu, qui a juste publié 2 recueils de poésie et qui n'a pas pu ensuite publier une poésie qui était trop régionaliste peut-être, qui aurait été classée comme régionaliste.
Donc l'aspect document pour l'histoire m'a plu aussi. Parce que ce que j'ai réuni dans le livre, on ne va pas le trouver aux archives. Je le sais d'expérience, évidemment, parce que comme historienne, j'ai toujours été passionnée par l'histoire de la vie privée. Et je suis convaincue que le privé est politique, donc on ne peut pas séparer comme ça vie privée, vie publique. Et donc je sais aussi à quel point on peut avoir des déceptions, des déconvenues dans les archives, parce que le plus intime, on le trouve rarement. Donc Jack, c'est le premier volume de l'Histoire traverse nos peaux douces, qui est un cycle, en fait, une tétralogie, qui a été acceptée par l'éditrice Auristel Bonis aux éditions X. Donc elle attend en 2023 le volume 2 sur Fernande, ma grand-mère paternelle. Fernande et son monde, donc des Belges immigrés, voilà, le prolétariat du Nord, mais à travers principalement la vie d'une femme, qui avait ses mystères aussi. Le volume 3 sera consacré à ma mère et à son monde, un milieu totalement différent, c'est la Mayenne, Château-Gontier, un milieu de petits commerçants et artisans de droite, poujadistes, très catholiques. Et ma mère s'est émancipée de ce milieu en se mariant avec Jack, en s'installant dans le Nord, en devenant assistante sociale, en s'engageant au Parti socialiste. Donc ce sera l'histoire de l'émancipation d'une femme née en 1935 et morte en 2022. Et puis sur le 4e volume, j'ai encore des hésitations. On verra. Hein, j'écris dans le temps que j'ai, dans les interstices que j'ai dans voilà, j'ai un temps de travail à l'université conséquent. Hein, je fais beaucoup de recherches. Donc c'est mon temps libre, c'est mon oxygène, l'écriture de l'Histoire traverse nos peaux douces.